Johanna, toi tu veux bien prendre la parole. Donc toi tu es ergonome, toi aussi tu es tombé je crois dans la potion innovation assez tôt avec ce sigle un peu qui paraît un peu bizarre d'être responsable du programme NTAP. Mais NTAP, donc c'est les nouvelles technologies d'assistance physique à la RATP. Donc voilà, c'est à toi. Alors juste que tu ne sois pas surprise, j'ai pas pu m'empêcher au début, pardonne-moi, mais c'est public, c'est de piquer pour expliquer un peu les activités, des photos d'une visio qui doit dater de l'an dernier, je crois, et qui est intéressante et qui montre un certain nombre de métiers. Voilà, c'est à toi. Souci. Johanna Durand, donc moi je suis à la RATP. Alors je suis pas exactement la responsable du programme NTAP, donc Nouvelles Technologies d'Assistance Physique. Par contre je suis ergonome chef de projet dedans. Donc pour vous contextualiser un petit peu, donc nous on est au niveau de la direction de l'innovation à la RATP. On est 4 programmes aujourd'hui d'innovation stratégique et dont le programme NTAP. On est en transverse pour l'ensemble du groupe RATP. Notre objectif aujourd'hui, c'est de trouver des solutions sur le marché, que ce soit exosquelette, cobotique, robotique. Et depuis peu, on s'ouvre à tout ce qui va être réalité virtuelle, réalité augmentée. On trouve ces solutions, on identifie un potentiel besoin au sein du groupe et ensuite, on va faire toute une phase d'intégration, d'expérimentation pour essayer de démontrer et objectiver surtout qu'on a vraiment une réponse aux besoins qu'on a identifiés. Donc ça, on va le faire pour l'ensemble des départements. Du groupe RATP. On a 4 grandes phases aujourd'hui dans notre façon de réaliser ces expérimentations, parce que je pense que c'est vraiment notre cœur de sujet aujourd'hui. Une première phase où on va tout simplement identifier un besoin, on va caractériser vraiment ce dont les collaborateurs peuvent avoir besoin pour améliorer leurs conditions de travail. Et ça, on le fait sur une situation de travail ciblée, donc ça c'est vraiment très important. Aujourd'hui, on le fait pas à l'échelle d'un site ou d'un atelier ou vraiment d'un groupe d'équipes. On va le faire vraiment à la situation de travail ciblée. Exemple vraiment maintenance des portes sur le RER et on va rester que sur l'activité vraiment maintenance des portes. Et en fait, on va lancer une expérimentation d'un exosquelette, de plusieurs exosquelettes. Ces expérimentations en moyenne, elles vont prendre entre 8 mois et 1 an. Pour réaliser vraiment les 3 grandes phases d'expérimentation, puisque la 4e, ça va être une phase de déploiement, d'industrialisation, donc de mise à disposition en vie quotidienne des équipes. En termes de phase d'expérimentation, donc une fois qu'on a identifié le besoin, nous on fonctionne au volontariat. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller présenter le projet aux équipes directement aux collaborateurs, et en fait, on va leur demander de se proposer volontaire. S'ils se proposent volontaire, on continue. S'ils se proposent pas volontaire, on considère que c'est qu'ils n'ont pas envie et qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc en fait, à partir du moment où ils sont pas sensibilisés à ça, on va aller sur d'autres équipes. Et du coup, on travaille avec la médecine du travail pour faire des visites médicales de non-contradiction à la participation à l'expérimentation. Donc ça, en fait, ça va venir justifier un petit peu toute la data qu'on prend lors de nos projets. Donc je vais rentrer dans le cœur du sujet dans quelques instants, mais juste je vous contextualise un petit peu. On va avoir notre panel de volontaires, on va faire des mesures sans exosquelette en début de projet pour avoir une situation réelle de comparaison. Ces mesures, on va faire des capteurs vraiment MMG, donc on travaille avec Moten depuis plus d'1 an sur cette partie-là. Donc on fait des mesures musculaires avec des capteurs MMG, on fait du cardiaque avec Polar et on fait aussi du postural. Donc soit on va le faire par capteur, soit on va le faire par de l'analyse vidéo, donc ça dépendra du projet. Et après on a toute la partie data subjective, donc là on travaille avec les entretiens qui ont été faits par l'INRS. La petite nuance que nous on fait en interne, c'est qu'on a retiré la réponse neutre de tous les questionnaires. Donc on a vraiment retiré ce je sais pas, puisqu'on s'est vite rendu compte qu'en fait ils savaient pas grand chose à chaque fois s'il y avait le je sais pas. Donc on a retiré et aujourd'hui vraiment on a des réponses plus pertinentes. Ça évite cette facilité de dire je sais pas, je sais pas, je sais pas. On travaille aussi avec la grille de perception des risques qu'on peut trouver sur l'INRS. Donc ça, c'est vraiment pour voir dans quelle mesure l'intégration d'un exosquelette va modifier la perception des risques des collaborateurs. Et ensuite, on va avoir plusieurs tableaux qu'on va passer aux agents pour vraiment identifier les commentaires qu'ils ont à différentes phases du projet sur l'intégration de l'exo. Donc ça, on le fait en début de projet, donc au tout début en situation initiale, donc sans avoir intégré l'exosquelette.
Et en fait, on tourne tous les questionnaires au futur pour avoir un niveau de représentation vraiment du dispositif. Et nous, ça nous permet d'adapter nos éléments de langage, d'adapter les formations qu'on va réaliser. En fait, on prend concrètement la température des agents sur le sujet. On essaye de voir dans quelle mesure il y a un effet waouh, il n'y a pas d'effet waouh, ou justement, ils sont plutôt dans le négatif dès le début du projet sur le sujet un peu exosquelette. Suite à ça, on va faire venir les fournisseurs des dispositifs sur site et on va faire une formation individuelle de chaque agent volontaire. Donc, on va passer une demi-heure en salle à former, une demi-heure, une heure, à former l'agent vraiment au réglage, aux effets de l'exosquelette, comment il fonctionne, comment on doit le mettre, les repères pour savoir s'il est bien mis, à quoi il sert, etc. Suite à cette formation, on va partir en production, donc en situation réelle encore une fois. Et en fait, c'est ce que nous, on appelle en interne l'accompagnement pédagogique, où nous, ergonomes, on accompagne l'agent avec l'exosquelette sur le dos et en fait, on vient casser les premières frustrations, on vient vraiment accompagner dans ce premier usage, adapter les réglages aussi et répondre à des questions puisque forcément, on intègre un dispositif, donc on va modifier les stratégies opératoires. Et on s'est rendu compte que ce temps d'échange vraiment à chaud, il était assez important pour les agents, donc ça évitait que dès le début, ils se disent « Ok, là, ça me dérange, moi je l'enlève, en fait, juste ça m'agace et ça sert à rien parce qu'en fait, ça m'oblige à faire autrement ». Le fait qu'on soit là, vraiment, on les accompagne dans, s'il faut tester un petit peu. Il faut y aller, même s'il y a des premières frustrations. Suite à ce temps-là, on fait passer des questionnaires à chaud, vraiment pour savoir, c'était bien, c'était pas bien, qu'est-ce qu'ils en pensent. Et là, on va rentrer dans une phase d'habituation. Donc, c'est encore un petit nom qu'on a donné en interne. Cette phase d'habituation, ça dépend, ça peut être 3 semaines, 6 semaines. Et en fait, on va leur demander d'avoir un usage des dispositifs assez progressif, où ils vont avoir un tableau où on va recueillir, nous, de la data plutôt subjective, où en fait, on va leur demander de remplir à chaque fois qu'ils utilisent l'exosquelette, comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a eu des difficultés, est-ce qu'il y a des points de tension, est-ce qu'il y a des points positifs. Et en fait, tout au long du projet, pendant 3 semaines, 4 semaines, on leur demande d'augmenter la fréquence d'utilisation du dispositif. Et en fait, nous, ça nous permet de recueillir de la data sur comment les compétences vont évoluer tout au long du projet. Est-ce qu'il y a des facteurs qui deviennent vraiment très compliqués? Par exemple, j'arrive plus du tout à le régler. Je savais le régler le lendemain, mais 15 jours après, je savais plus le régler. Et en fin de projet, là, on revient et on refait toutes les mesures qu'on a passées au début. On les refait en fin de projet. Donc, on fait les mesures musculaires, les mesures cardiaques avec l'exosquelette sur le dos. Donc, ce qu'il faut savoir, la petite parenthèse, c'est qu'au tout début, il y a 3 ans, on faisait les mesures de comparaison dès le jour de formation. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était totalement biaisé parce que en fait, ça faisait beaucoup trop pour les agents. Ils maîtrisaient pas encore la fonctionnalité de l'exosquelette. Et du coup, l'ensemble du corps était en contre-indication avec l'exosquelette. Donc en fait, on avait des contraintes qui se démultipliaient de partout. Du coup, on a décidé de leur laisser le temps de monter en compétences d'abord et après de passer vraiment une phase de comparaison et d'objectivation de cette data. Donc tout ça, ça nous permet d'aller justifier des déploiements, d'aller justifier que on répond à un besoin. Et surtout qu'on améliore vraiment les conditions de travail sur un poste ciblé. Donc ça, on va le faire dans un premier temps sur 2-3 agents sur un site. Ça va nous faire des premières tendances et si ces tendances sont positives, on va s'étendre à tous les ateliers qui sont concernés par cette situation de travail au sein du groupe. Et là, on peut monter à des panels de volontaires de 15-20 agents. Donc tant qu'on n'aura pas fait ces 2 phases, on n'ira pas conclure sur un potentiel bénéfice d'un exosquelette pour une situation de travail ciblée. Donc là, les photos, vous voyez, je vous illustre juste les photos. Donc là, vous avez maintenance des portes. Donc on a déployé. Donc là, c'est le premier projet vraiment déployé. Un bras en l'air et un appui-tête sur des exosquelettes. La deuxième photo, c'est un travail de conception sur mesure sur un sac à dos exosquelette pour nos mainteneurs itinérants. Et la troisième photo, c'est un combo de ponçage-lustrage pour l'ensemble de nos carrossiers des bus. Voilà. Ah oui, mais c'est bravo, merci. On voit bien là, Johanna, restez en ligne. On voit bien là, je veux dire la solidité du processus que vous mettez en place pour accompagner l'ensemble. Et ce que vous disiez était intéressant, c'est que au début, par exemple, vous avez changé les protocoles de mesure. C'est-à-dire, ce qu'on voit, c'est que vous avez tout très vite cherché à objectiver avec à la fois, j'allais dire, les questionnaires qui seraient d'ergonomie ou autres assez classiques, et en même temps à objectiver par les capteurs. C'est bien l'objectif là de notre réunion là. Et en même temps, en prenant, moi, ce que je note aussi, c'est que vous faites vraiment un accompagnement très personnel, très individuel de vos volontaires, et que notamment vous avez été amené autour de ce terme que vous utilisez d'habituation, c'est de ne
commencer de déclencher, j'allais dire, des mesures qui seront ensuite, j'imagine, consolidées et récupérables que lorsque la première phase d'intégration est faite. C'est ça, hein. Oui, en fait, oui. Non, moi j'ai plein de questions. Alors là, je vous laisse redire là-dessus, puis après une autre. On s'est vite rendu compte que les agents, ils ont besoin de monter en compétences. On sait très bien qu'aujourd'hui, dès qu'on change un équipement de protection individuelle, il y a un temps d'acceptation, il y a un temps d'intégration. Alors quand on arrive avec des dispositifs type exosquelette, cobo, robot, on démultiplie encore plus ce temps. C'est nouveau pour eux, ils connaissent pas. Ils ont aussi une vision dans les salons aujourd'hui des gros équipements, des gros exosquelettes. Enfin, nous, quand on arrive avec les exosquelettes dont on voit un petit peu sur les photos, ils sont surpris parce qu'en fait, ils ont une vision très Robocop, très Iron Man. Donc nous, ce temps-là, vraiment en fait, on les laisse jouer avec. C'est ce qu'on leur dit et c'est comme ça qu'on l'exprime aussi nous. On leur dit, en fait, là, on va vous le laisser, vous jouez avec. La condition, c'est qu'il y a un périmètre, une activité autorisée. Si on vous dit maintenance des portes, vous n'allez pas en fausse, vous n'allez pas je ne sais où avec. Et à chaque fois que vous l'utilisez, par contre, vous nous remplissez une ligne en disant c'était cool, c'était pas cool, j'y arrivais pas à le régler, franchement ça a servi à rien, et on leur demande d'être le plus transparent possible. Et des fois ça nous amène même à devoir contacter les fournisseurs des exosquelettes pour leur dire écoutez, là on a peut-être un besoin de modifier un peu ce dispositif, est-ce que vous êtes en capacité? Il y a vraiment sur cette phase d'habituation, pour nous c'est un peu la phase tremplin dans nos projets où elle est pas évidente puisqu'on essaye de décrocher du terrain et les laisser un petit peu en autonomie. Et là, il y a la théorie que je vous raconte et il y a la réalité derrière de se dire, on part du terrain, il faut quand même qu'ils les mettent. Donc, on doit beaucoup tenir la main, on doit beaucoup les solliciter, mais c'est vraiment important pour nous sur la montée en compétences et derrière pour avoir des retours vraiment objectifs sur le dispositif. Une question qu'on reprendra peut-être après, deux questions d'ailleurs. Une, vous parlez de beaucoup de montée en compétences, et je pense que ça c'est tout à fait, c'est un paramètre qui serait intéressant de discuter peut-être tout à l'heure en matière de débat sur justement comment ces équipements, parce que souvent la peur était d'une forme de semi-automatisation ou d'amoindrissement des tâches, mais en fait c'est le contraire. Et l'autre question, là j'aimerais bien que vous répondiez peut-être tout de suite, c'est sur l'environnement, c'est-à-dire en gros à la fois les camarades de l'équipe, le chef d'équipe. Comment vous avez vu évoluer les choses et comment vous faites pour que, si on peut dire, l'acceptation ne soit pas que l'acceptation de l'opérateur ou de l'opératrice, mais aussi l'acceptation de l'ensemble qui ne doit pas être simple. Du coup, 200 minutes, hein. Bien sûr, pas de souci. Express, on y va. Nous, on travaille beaucoup sur les questions d'identité professionnelle parce que ça peut être des freins dans les projets et dans les intégrations. Ce qu'on met en place, c'est qu'on met en place des agents référents et des binômes référents où on met un manager et un agent référent sur le sujet exosquelette par site. Et ensuite, c'est pas un secret, mais la clé, c'est qu'on est sur le terrain quasi tout le temps, en fait. Le temps de terrain est très important. Il faut être sur le terrain. C'est là qu'on a tous les éléments et des fois des éléments même informels où autour d'un café, l'agent, il va nous dire, ah ouais, l'exo aussi, on pouvait faire ça, ça serait trop bien. Et en fait, ces temps-là, il faut les prendre, il faut les capter, et il faut vraiment les traiter surtout. Il faut pas se dire que comme c'était autour du café, c'est pas réel. Et nous vraiment, on essaye de sensibiliser tout le monde, on intègre tout le monde. À la RATP, la hiérarchie est très 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 séquencée. On essaye de prendre tous les maillons de l'échelle et de les intégrer à la démarche. On essaye. Encore une fois, après, il y a la réalité, mais on fait très attention aux questions d'identité professionnelle, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de chambrage, entre guillemets, il y a beaucoup de vannes sur les agents volontaires qui portent les exosquelettes. Nous, ce qu'on a décidé, c'est que dès qu'il y avait vanne ou chambrage, on intervenait. Donc, on allait un peu à la confrontation pour casser ça direct et ne pas laisser, parce qu'après, le volontaire, il veut clairement plus être volontaire. Merci Johanna. Donc, on reviendra à ces autres questions tout à l'heure. Merci à vous.